Interlude. Sloat dans ce monde. « Je sais bien que je travaille trop », disait Morgan Sloat à son fils Richard ce soir-là. C'était une conversation téléphonique. Le jeune garçon parlant dans le récepteur de téléphone commun installé dans le couloir du dortoir et son père assis derrière son bureau, au dernier étage d'une des dernières acquisitions Sawyer & Sloat, un immeuble très rentable situé à Beverly Hills. « Je t'assure, poursuivit-il, qu'il faut s'occuper personnellement des affaires pour que ça marche. Surtout quand il s'agit de la veuve et du fils de son ancien associé. J'espère que ce sera juste un aller-retour. Je n'ai pas l'intention de m'éterniser dans ce putain de New Hampshire. Je pense régler ça en moins d'une semaine. Je te rappellerai quand tout sera terminé. On ira peut-être faire un voyage tous les deux. On visitera la Californie en chemin de fer, comme au bon vieux temps, hein. Ça existe, la justice. Fais confiance à ton père. » L'acquisition de l'immeuble s'était faite d'autant plus facilement que Sloat avait tenu à prendre la direction des opérations. Après qu'ils eurent, Sawyer et lui, négocié l'achat d'un bail à court terme, puis, à la suite d'une avalanche de procès, celui d'un bail à long terme, ils avaient effectué les travaux nécessaires, augmenté les loyers qui furent fixés à la surface corrigée, et fait de la publicité pour attirer de nouveaux locataires. Les seuls anciens occupants qui restaient étaient les propriétaires du restaurant chinois du rez-de-chaussée. Ceux-là payaient encore un loyer dérisoire. Sloat avait essayé de leur faire entendre raison, mais quand ils comprirent qu'il s'agissait de payer davantage, ils se montrèrent soudain incapables de saisir le moindre mot d'anglais. Ces tentatives de négociation traînaient depuis quelque temps, quand Sloat aperçut un jour l'un des plongeurs du restaurant qui sortait par la porte de service avec un baquet d'huile de friture usée. Il suivit l'homme dans un cul-de-sac sombre et étroit, et le vit, non sans plaisir, déverser l'huile dans une poubelle. Il ne lui en fallait pas davantage. Dès le lendemain, une porte grillagée fermait le cul-de-sac pour en empêcher l'accès. Et le surlendemain, un inspecteur du ministère de la Santé se présentait avec une plainte et dressait un procès-verbal. Dès lors, le plongeur fut obligé, pour aller vider ses déchets, huile compris, de passer par la salle de restaurant et de suivre un passage délimité par une chaîne métallique que Sloat avait fait installer le long de la façade extérieure. Bientôt, à cause de la proximité des poubelles, les clients commencèrent à se plaindre d'odeurs bizarres et désagréables, et les affaires se mirent à péricliter. Comme par miracle, les propriétaires du restaurant retrouvèrent l'usage de la langue anglaise et proposèrent de payer le double de leur loyer actuel. Sloat accueillit leur proposition avec un speech pseudo-reconnaissant, mais le soir même, après avoir ingurgité 3 grands martinis, il prit sa voiture et se rendit au restaurant. Il sortit une batte de baseball de son coffre et brisa la longue vitrine qui donnait autrefois sur la rue et qui maintenant offrait une vue sinistre sur un couloir qui débouchait sur un tas de poubelles. Il avait fait ce genre de choses, mais lorsqu'il agissait ainsi, il n'était pas vraiment lui-même. Le lendemain matin, le Chinois avait demandé un autre rendez-vous et lui avait cette fois proposé de payer un loyer 4 fois plus élevé. « Je vois que vous parlez en homme maintenant, » dit Sloat au Chinois impassible. « Eh bien, pour vous montrer que je compatis à vos malheurs, je vous paierai la moitié des frais de remplacement de la vitrine. » 9 mois après que la société Sawyer & Sloat eut pris possession de l'immeuble, les loyers avaient tellement augmenté que les estimations des bénéfices qui avaient été faites à l'origine étaient largement dépassées. L'immeuble était aujourd'hui l'une des plus modestes entreprises de la société Sawyer & Sloat. Mais Morgan en était aussi fier que des nouvelles structures monumentales que la société avait édifiées au cœur de la ville. Lorsqu'il venait travailler le matin, et ce, tous les jours, il lui suffisait de passer devant l'endroit où il avait fait installer la fameuse clôture, pour se rappeler que c'était lui qui avait contribué à la réussite de Sawyer & Sloat, et que ses revendications étaient donc tout à fait justifiées. Tandis qu'il parlait à son fils, le sentiment exaltant de la légitimité de ses exigences l'enflammait. Après tout, Richard étant en quelque sorte le symbole de son immortalité, c'était pour lui qu'il tenait tant à récupérer la part de Phil Sawyer dans la société, pour lui offrir la possibilité d'aller dans les meilleures universités et de faire des études de commerce et de droit avant d'entrer dans l'affaire. Ainsi armé, Richard Sloat dirigerait avec brio la délicate et complexe machine que représentait Sawyer & Sloat, quand le temps viendrait, au début du siècle prochain. La ridicule ambition de Richard de devenir chimiste ne résisterait pas longtemps à l'acharnement que mettait Sloat à la détruire. Ce garçon était tout de même assez intelligent pour voir que le travail de son père était bien plus passionnant, et combien plus rémunérateur,
que la manipulation de tubes à essai au-dessus d'un bec benzène. Cette histoire de recherche scientifique passerait assez vite une fois que Richard aurait un aperçu du monde réel. Et s'il tenait à être loyal envers Jack Sawyer, on pourrait toujours lui faire comprendre que 50 000 $ par an et une éducation universitaire de bonne qualité n'étaient pas seulement équitables, mais magnanimes. Princier. Qui d'ailleurs pouvait affirmer que Jack tiendrait à participer à l'affaire, ni qu'il en aurait d'ailleurs les compétences. En outre, un accident pouvait toujours arriver. Qui pouvait même être sûr que Jack Sawyer vivrait jusqu'à 20 ans. « J'y vais pour régler toutes les histoires de succession, d'actes de propriété », disait Sloat à son fils. « Lily m'évite depuis trop longtemps. Elle a le cerveau en bouillie maintenant, crois-moi. Elle en a probablement plus que pour 1 an. Je dois profiter de ce que je l'ai coincé pour mettre le paquet. Sinon elle risque de placer la succession sous tutelle, ou en fidéicommis. Car je ne crois pas que la mère de ton cher petit copain me laisserait l'administration de ses biens. Bon, je ne vais pas t'embêter avec mes problèmes. Je voulais simplement te prévenir que je ne serai pas à la maison pendant quelque temps, au cas où tu appellerais ou écrirais. Et n'oublie pas notre voyage en train, d'accord ? On remettra ça tous les deux. » Le garçon promit d'écrire, de bien travailler, de ne pas s'inquiéter pour son père, ni pour Lily Cavanaugh, ni pour Jack. Et plus tard, quand ce fils obéissant serait, disons, en dernière année à Stanford ou à Yale, Sloat lui ferait connaître les territoires. Richard aurait alors 5 ou 6 ans de moins que lui-même, le jour où Phil Sawyer, complètement défoncé après avoir fumé de l'herbe dans leur premier petit bureau de Hollywood Nord, l'avait d'abord amusé puis exaspéré, car Sloat était persuadé que Phil Sawyer se fichait de lui, puis intrigué en piquant sa curiosité, car Phil Sawyer était à coup sûr trop raide pour inventer toute cette salade de science-fiction sur un autre univers. Et quand Richard verrait les territoires, le tour serait joué. Et si son état d'esprit n'avait toujours pas changé spontanément, il changerait à ce moment-là, sans que Sloat s'en mêle. Un seul petit tour dans les territoires suffit à ébranler la confiance que l'on peut avoir dans l'omniscience des savants. Sloat passa la main sur son crâne luisant, puis caressa ses grosses moustaches. Le son de la voix de son fils l'avait, sans raison, rassuré. Tant que Richard lui obéirait sagement, tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il faisait déjà nuit à Springfield, dans l'Illinois, où se trouvait l'école Thayer. Richard parcourait le couloir vert du pavillon Nelson pour retourner à sa table d'études. Et il pensait peut-être au bon moment qu'ils avaient passé ensemble, et qu'ils passeraient encore, Morgan et lui, dans le petit train qui longeait la côte californienne. Il dormirait profondément quand le jet de son père forcerait la résistance de l'air à quelques 100 km au nord. Morgan, lui, tirerait le rideau de son hublot de première classe et regarderait au-dessus de lui, espérant que les nuages se dissipent pour qu'il puisse voir la lune. Son intention était de rentrer directement chez lui. Il habitait à 30 minutes seulement de son bureau. Pour se changer, manger quelque chose, se faire peut-être une petite ligne de coke avant de partir pour l'aéroport. Mais il fut obligé de faire un détour par l'autoroute jusqu'à la marina. Un rendez-vous avec un client devenu dingue sous acide qui était sur le point de se faire virer d'un film, et un autre rendez-vous avec une bande d'emmerdeurs qui prétendait que le projet de construction Sawyer & Sloat au-dessus de Marina del Rey risquait de polluer la plage, le genre de choses qui ne pouvaient être remises à plus tard. Dès qu'il aurait réglé le problème Lily Cavanaugh et son rejeton, Sloat se promit de laisser tomber certains de ses clients. Il avait en vue de plus gros poissons maintenant. Oui, vraiment, cette fois, sa participation ne se bornerait pas à 10%. En y repensant, Sloat se demandait comment il avait fait pour supporter aussi longtemps Phil Sawyer. Son associé ne jouait jamais pour gagner. Il ne s'investissait pas à fond. Il s'encombrait toujours de notions morales et sentimentales telles que la loyauté ou le sens de l'honneur. Il était corrompu par les histoires que l'on raconte aux gosses pour qu'ils soient un peu civilisés avant de leur arracher le bandeau des yeux. Aussi trivial que cela pût paraître, compte tenu des intérêts qui étaient en jeu, il n'arrivait pas à oublier que les Sawyer lui étaient redevables, et pas qu'un peu. À cette idée aussi fulgurante qu'une crise cardiaque, une giclée d'acide lui vrilla l'estomac et, tandis qu'il traversait le parking encore ensoleillé de l'immeuble où sa voiture était garée, il plongea la main dans sa poche de sa veste et en sortit un paquet froissé de Digel, le remède miracle. Phil Sawyer l'avait sous-estimé, et ça Morgan ne l'avait pas encore digéré. C'est parce que Phil l'avait toujours considéré comme une espèce de serpent à sonnette apprivoisé, que l'on ne pouvait sortir de son panier sans le surveiller, que les autres en avaient fait autant. Le gardien du parking,
Un plouc minable en chapeau de cow-boy le guettait du coin de l'œil tandis qu'il faisait le tour de sa voiture pour y détecter une éventuelle égratignure. Le digel avait fait fondre en partie la boule de feu qui lui brûlait les entrailles, mais Sloat sentit pourtant son col de chemise se mouiller de sueur. Le gardien avait intérêt à ne pas la ramener. Quelques semaines plus tôt, Sloat l'avait terrorisé en piquant une colère parce qu'il avait découvert une minuscule éraflure sur la portière de sa BMW. Pendant qu'il l'insultait, il avait vu la fureur assombrir les yeux verts du cow-boy. Et un soudain accès de joie l'avait fait s'approcher de lui en continuant à l'injurier, avec l'espoir que l'autre lui rentrerait dedans. Mais ce minable s'était dégonflé brusquement, lamentablement, et avait même osé suggérer, en s'excusant, que c'était pas grand-chose, et qu'il avait peut-être récolté ça ailleurs, peut-être dans le parking d'un restaurant. Vous savez comment les alcoolos traitent les voitures, on ne voit pas bien la nuit. « Ferme ta sale gueule !» lui avait dit Sloat. « Ce pas grand-chose, comme tu dis, va me coûter le double de ce que tu gagnes en une semaine. Je devrais te virer, cow-boy de mes deux, et la seule chose qui me retient, c'est qu'il y a 2 chances sur 100 pour que tu dises vrai. Hier soir, quand je suis sorti chez Chazen, je ne me souviens pas d'avoir regardé sous la poignée de la porte. Je l'ai peut-être fait, mais peut-être pas. Mais je te préviens, dorénavant, si tu m'adresses la parole autrement que pour me dire « Bonjour, monsieur Sloat » ou « Au revoir, monsieur Sloat », je te ferai virer à une telle vitesse que tu auras l'impression qu'on te décapite. » C'est pour cela que le cow-boy l'observait tandis qu'il inspectait sa carrosserie, car il savait bien que le couperet tomberait immédiatement si Sloat découvrait la moindre égratignure. Il avait même peur de s'approcher pour lui dire le fameux « Bonjour, monsieur Sloat ». Celui-ci, depuis la fenêtre de son bureau qui donnait sur le parking, avait déjà vu le gardien essuyer avec frénésie la carrosserie de la BMW pour en noter quelques crottes d'oiseaux, éclaboussures ou salissures. C'est ça l'avantage d'être patron, mon pote. En quittant le parking, Sloat jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit sur le visage du cow-boy la même expression que celle qu'avait eue Phil Sawyer la dernière fois, juste avant de mourir quelque part dans l'Utah, au milieu de nulle part. Et son sourire ne le quitta plus qu'à la bretelle de l'autoroute. Pendant les 4 années qu'il passait à Yale, Sloat mit en scène 2 pièces de théâtre. No Exit, que la critique du journal de l'université qualifia d'imbroglio enragé, et Volpone, cette dernière étant décrite comme une pièce brouillonne, cynique et sinistre. Bref, un cafouillage presque inimaginable. Sloat fut tenu pour responsable de la plupart de ces qualificatifs, sa vision étant trop intense, trop foisonneuse. Il n'était peut-être pas fait pour être metteur en scène, après tout. Son ambition n'avait pas diminué pour autant. Elle avait simplement pris une autre direction. Si, plus tard, il n'était pas lui-même derrière la caméra, pourquoi ne pas se trouver derrière les gens qui, eux, étaient devant ? Phil Sawyer s'était mis aussi à penser comme lui. Il n'avait jamais été convaincu de ses talents d'homme de théâtre, mais pensait en revanche posséder les qualités nécessaires à un bon impresario. « Et si nous allions monter une agence à Los Angeles ?» avait proposé Philippe en dernière année. « C'est une idée complètement dingue, et nos parents vont être furieux, mais ça peut marcher, même si on doit galérer pendant 1 ou 2 ans. » Car contrairement à ce que pensait Sloat, il l'avait appris depuis, Phil Sawyer n'avait pas de fortune. Il avait seulement l'air d'en avoir. « Et dès que nous en aurons les moyens, nous engagerons Tommy comme avocat. D'ici là, il aura fini son droit. »« Bonne idée. D'accord, » avait dit Sloat, se disant qu'il serait toujours temps d'annuler le projet au moment voulu. « Et comment allons-nous appeler notre société ?»« Comme tu veux, Sloat & Sawyer, ou alors, si on se réfère à l'ordre alphabétique... »« Sawyer & Sloat. Oui, c'est formidable. Par ordre alphabétique. » avait acquiescé Sloat, qui fulminait intérieurement, persuadé que son associé l'obligeait par là à suggérer une fois pour toutes qu'il venait en second après Sawyer. Comme l'avait prédit Phil, les parents s'élevèrent contre cette idée. Mais les 2 futurs inventeurs de talent mirent tout de même le cap sur Los Angeles, à bord de la vieille DeSoto de Morgan. Encore une preuve que Sawyer était son débiteur. Et louèrent un bureau dans un immeuble situé dans le quartier nord d'Hollywood, où ils s'installèrent au milieu d'une population prospère de rats et de punaises. Ils commencèrent alors à écumer les clubs et les boîtes de nuit, faisant circuler partout où ils passaient leurs cartes de visite toutes neuves. Rien, presque 4 mois déjà, et c'était un fiasco. Ils avaient récolté un comique qui se saoulait trop pour être drôle, un auteur qui ne savait pas écrire, une stripteaseuse qui se faisait payer cash pour pouvoir arnaquer ses impresaries. C'est alors qu'un jour, en fin d'après-midi, défoncé à la marijuana et au whisky, Phil Sawyer lui avait parlé en se tordant de rire des territoires.
Et tu sais quoi, toi qui es si ambitieux? Je suis capable d'aller là-bas. Et oui, mon cher associé, je sais comment aller là-bas. Quelque temps après, ils allaient maintenant tous les deux sur les territoires. Phil Sawyer rencontra, à un cocktail donné par la réception, une jeune actrice qui montait. Et moins d'une heure plus tard, ils avaient leur première cliente importante. Celle-ci avait 3 amies, tout aussi insatisfaites qu'elle de leur agent. Et l'une de ces jeunes femmes avait un copain qui venait d'écrire un très bon scénario et qui avait besoin d'un agent. Et ce copain avait un copain qui... Avant la fin de la 3e année, ils étaient installés dans un nouveau bureau, avaient changé d'appartement et possédaient une part du gâteau hollywoodien. Les territoires, Sloat l'acceptait sans le comprendre, leur étaient bénéfiques. Sawyer s'occupait des clients, Sloat de l'argent, des investissements, de la gestion de l'agence. Sawyer dépensait l'argent. Déjeuner, billets d'avion, Sloat l'économisait, ce qui justifiait qu'il se servit un peu au passage. Après tout, c'était bien lui qui cherchait de nouveaux domaines d'investissement. Développement de terrain, immobilier, production de films. Quand Tommy Woodbine débarqua à Los Angeles, Sawyer & Sloat était déjà une affaire florissante de 5 millions de dollars. Sloat s'aperçut qu'il détestait toujours autant son ancien camarade de promotion. Woodbine avait pris 15 kilos et dans son costume 3 pièces bleu foncé avait plus que jamais l'air d'un magistrat, et se conduisait d'ailleurs comme tel. Alcoolique, se demandait Sloat, et ses manières étaient toujours aussi aimables et empruntées. La vie l'avait marqué, des petites rides d'intelligence au coin des yeux, le regard infiniment plus prudent que celui du fils à papa étudiant à Yale. Sloat comprit presque aussitôt, et sut que Phil Sawyer ne le verrait jamais, si on ne le lui disait pas que Tommy Woodbine vivait avec un lourd secret. Quoi qu'il eût été jadis, il était maintenant homosexuel. Lui-même devait se qualifier de gay, ce qui avait facilité les choses. Même se débarrasser de lui avait été plus facile. Car tout le monde sait que les PD se font toujours assassiner, pas vrai? De plus, une tapette de 105 kilos pouvait-elle assurer l'éducation d'un adolescent? Finalement, Sloat avait épargné à Phil Sawyer les conséquences posthumes d'un grave manque de discernement. Si Sawyer avait fait de Sloat son exécuteur testamentaire et le tuteur de son fils, il n'y aurait eu aucun problème. Pour l'instant, les 2 tueurs des territoires, ceux-là même qui avaient loupé l'enlèvement du gosse autrefois, avaient brûlé un feu rouge et failli se faire arrêter avant de repartir chez eux. Tout aurait été bien plus simple, se disait Sloat pour la énième fois, si Phil ne s'était jamais marié. Sans Lily, pas de Jack, et sans Jack, pas de problème. Phil n'avait peut-être jamais lu le rapport que Sloat avait préparé concernant le passé de Lily Cavanaugh, des informations précises sur où, quand et avec qui. Ça aurait probablement tué dans l'œuf cette histoire d'amour, aussi radicalement que la fourgonnette noire avait écrasé Tom Woodbine. En tout cas, si Sawyer avait lu ce rapport détaillé, ça l'avait laissé de marbre. Il voulait épouser Lily et il l'avait fait. Quant à son putain de double, il avait épousé la reine Laura. Encore un mauvais calcul. Et récompensé de la même manière. Normal. Finalement, se disait Sloat avec une certaine satisfaction, il ne restait plus que quelques détails à régler et tout rentrerait dans l'ordre. Après tant d'années, à son retour d'Arcadia Beach, il aurait enfin la totalité de Sawyer & Sloat dans la poche. Et dans les territoires, les choses se présentaient de la même façon. Ses projets étaient sur le point de se réaliser. Le pouvoir était prêt à tomber dans les mains de Morgan. Dès que la reine serait morte, son régent dirigerait le pays en introduisant tous les petits changements que lui et Sloat avaient prévus. Et il n'y aurait plus qu'à regarder le fric s'entasser. Le fric et tout le reste. Son client, Asher Dondorf, vivait au rez-de-chaussée d'un appartement neuf situé dans une des petites ruelles de la marina qui donnait sur la plage. Dondorf était un vieil acteur de composition qui avait curieusement eu beaucoup de succès vers la fin des années 70, dans une série télévisée où il tenait le rôle d'un propriétaire qui avait comme 2 locataires 2 jeunes détectives privés, mignons comme des bébés pandas, qui eux étaient les vedettes de la série. Dès les premiers épisodes où il avait fait quelques apparitions, Dondorf avait reçu tellement de courriers que les scénaristes avaient décidé de développer son rôle, le transformant en papa poule des 2 autres, lui faisant découvrir les auteurs de 2 meurtres, courir de grands dangers, etc., etc. Son salaire avait doublé, triplé, quadruplé. Et lorsqu'au bout de 6 ans, la série s'était arrêtée, il était retourné au cinéma. C'était là que les problèmes avaient commencé. Dondorf se prenant pour une star, alors que les producteurs ne voyaient en lui qu'un acteur de composition,
au demeurant populaire, mais ne pouvant en aucun cas être un atout majeur dans un projet quel qu'il fût. Dandorf voulait des fleurs dans son salon, un coiffeur personnel, un coach personnel pour ses dialogues, plus d'argent, plus de considération, plus d'amour, plus de tout. Bref, Dandorf faisait chier le peuple. Après avoir garé sa voiture dans l'étroite ruelle et en être sorti en prenant soin de ne pas érafler la portière contre le mur de briques, Sloat prit une décision. Si, dans les jours à venir, il apprenait ou soupçonnait que Jack Sawyer avait découvert l'existence des territoires, il le tuerait. Il y avait quand même des risques qu'il ne fallait pas prendre. Sloat sourit intérieurement en se glissant un autre comprimé de digel dans la bouche et gratta à la porte de l'appartement. Il savait déjà qu'Asher Dandorf avait l'intention de se suicider et qu'il avait déjà prévu de faire ça dans son salon en foutant le plus de bordel possible. Un connard hystérique tel que son futur ex-client pensait à coup sûr qu'un suicide sanguinolent serait une excellente revanche sur la banque qui avait hypothéqué son appartement. Quand Dandorf, pâle et tremblant, lui ouvrit la porte, le sourire chaleureux dont le gratifia Sloat était tout à fait sincère.